Le mois de mai est traditionnellement le mois de l'Europe et c'est donc l'occasion sur Euradio notamment de se souvenir de celles et ceux qui sont à l'origine de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en France, comment ne pas parler de la fondation de l'Europe sans évoquer le souvenir de Jean Monnet, père avec Robert Schuman de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On va en parler aujourd'hui avec le président fondateur de l'Institut Jean Monnet, petit-fils de Jean Monnet. Bonjour Jean-Marc Liborer-Monnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de radio. Alors on va d'abord revenir sur qui était Jean Monnet, votre grand-père. On a beaucoup lu sur son parcours, mais c'est bien aussi de se poser, de le rappeler. Alors avant d'être un des pères fondateurs de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, quel Européen était Jean Monnet dans les toutes premières années de sa vie ? Alors c'était un homme qui a appris à être tourné vers le monde dès ses plus jeunes années, parce qu'il est né à Cognac, fils d'un négociant de cognac, donc complètement tourné vers le monde, sachant que déjà à l'époque, 90% de la production de cognac était exportée vers les îles britanniques, vers le Nouveau Monde et bien sûr vers le nord de l'Europe. Donc c'est dans cet univers-là que Monnet est né et à l'âge de 15 ans, il a décidé qu'il voulait, plutôt que de rester à l'école, embrasser le business familial. Il est parti à ce moment-là à Londres pour faire ses armes, apprendre l'anglais, apprendre le business, apprendre un peu la finance par la même occasion. Et puis à 18 ans, donc 1906, il est né en 1888, il a pris le bateau pour le Canada. Il est arrivé à Winnipeg et dans les années qui ont suivi, il a vendu son cognac comme vendeur de cognac, comme négociant, à des chercheurs d'or, à des trappeurs. Et c'est comme ça qu'il s'est formé. Donc je dirais que c'était pas forcément un Européen, c'était un jeune homme avide de découverte du monde et qui a très vite découvert l'immensité du monde et les incroyables opportunités qui existaient dès lors qu'on ne s'arrêtait pas à ses frontières. Et arrive en 1914, évidemment, le début de la Première Guerre mondiale. Lui est réformé pour raison de santé et il est nommé responsable de la coordination des ressources alliées. De quoi il s'occupe exactement ? Oui, alors c'est pas si simple. Il est nommé, il faut savoir qu'il avait 25 ans, que tout ce qu'il connaissait du monde, c'était le négoce de cognac, qu'il n'avait pas été à l'école, qu'il n'avait pas de diplôme, qu'en fait c'était un jeune homme qui avait pour lui beaucoup de bon sens, une connaissance du monde, et puis probablement un sacré culot, et qui a découvert que là où il était convaincu que cette nouvelle guerre serait différente des autres et qu'elle nécessiterait la mobilisation totale de toutes les ressources de la nation, eh bien, il a vu les Anglais qui connaissaient bien et les Français qui avaient l'air de mener une guerre séparée. Et notamment au niveau des achats, il est arrivé du Canada, il a découvert que les prix du blé canadien avaient explosé du fait de la concurrence que les Français et les Anglais se faisaient sur les marchés. Et il a fait un constat simple qui est lorsqu'on est en face d'un même ennemi, lorsqu'on combat un même ennemi, eh bien, il faut travailler ensemble et essayer de joindre ses forces. C'est à ce moment-là qu'il est allé rencontrer le président du Conseil de l'époque et qui l'a convaincu de le charger d'organiser les approvisionnements franco-britanniques, d'abord en blé, et puis ensuite dans toutes les denrées et toutes les ressources essentielles à la guerre, dont la flotte, notamment en 1918. Et on le sait peu, mais après cette Première Guerre mondiale, il va faire partie de ceux qui créent la Société des Nations. En quoi ça renforce ou plutôt complète sa conviction européenne ? Alors, il n'avait pas encore vraiment de conviction européenne. En fait, ça vient plus tard, je pourrais en parler. Mais par contre, il a une conviction à l'issue de la Première Guerre mondiale, c'est la nécessité d'action collective. Et la puissance de l'action collective, parce qu'il faut savoir que les comités exécutifs qu'il a mis en place pendant la Première Guerre mondiale étaient des comités supranationaux qui géraient les ressources clés stratégiques de la France et de la Grande-Bretagne, indépendamment des deux pays, en fonction de leurs besoins. Et là, il a appris le pouvoir, la puissance de cette action commune. Et bien sûr, après la Première Guerre mondiale, il a voulu participer à cette grande initiative de la Société des Nations qui consistait à mettre 40 pays ensemble pour essayer de régler leurs problèmes, leurs conflits de façon pacifique et créer une sorte de nouvel ordre mondial. Donc comme il avait quand même acquis une solide réputation pour la Première Guerre mondiale d'organisateur, il s'est retrouvé effectivement secrétaire général adjoint de la Société des Nations et il s'est lancé là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme, mais très rapidement il s'est rendu compte que
le mode de fonctionnement intergouvernemental de la Société des Nations, qui consistait à ce que chaque pays garde sa pleine souveraineté nationale et puisse dire oui ou non à n'importe quoi sans avoir à justifier de sa décision, limiter fortement la capacité d'action et de décision de la Société des Nations. Et là, il s'est forgé une autre conviction, c'est que de la même façon que l'action commune est efficace, la coordination intergouvernementale, dans la mesure où il n'y a pas de mode de décision qui permet une décision commune, ne fonctionne pas. Et donc, un peu désillusionné, et puis, je dirais, probablement appelé par les années folles aux États-Unis en 1922, et c'était encore un jeune homme de 35 ans, il a quitté la Société des Nations et s'est lancé dans une autre vie de négociant de cognac dans un premier temps pour remonter l'affaire familiale, et puis ensuite de banquier aux États-Unis, à San Francisco, où il a gagné beaucoup d'argent avant la crise de 29, l'a perdu intégralement à cette occasion, est parti ensuite à Shanghai pour monter un fonds d'investissement pour le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek à l'époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, après le déclenchement justement de la Seconde Guerre mondiale, il va faire partie de ceux qui militent pour une union franco-britannique. On en parlait déjà pour la Première Guerre mondiale. Quel constat, lui, il fait à ce moment-là ? Il fait d'abord le constat qu'il y a un déficit d'armement absolument abyssal entre les Alliés et l'Allemagne. Dès 1938, avec la conférence de Munich, on s'est rendu compte que ni les Français et ni les Anglais n'étaient en mesure de faire face à la formidable armée allemande et qu'il fallait se réarmer très vite en priorité. Alors qu'il connaissait très bien les administrations américaines, il connaissait aussi les questions militaires, les questions d'approvisionnement, puisqu'il avait fait ça pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, il a commencé à négocier l'achat d'avions auprès de Roosevelt pour les Français. Et puis très vite, il a proposé aux Anglais et aux Français de recommencer, comme il l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale, de créer ce comité, ce comité d'approvisionnement franco-britannique dont le but était d'acheter des armes, et notamment des avions, auprès des Américains, en commun entre Français et Britanniques. Il pense déjà à ce qui peut advenir pour l'Europe après la guerre, à ce moment-là ? Non, je dirais que c'est probablement un petit peu tôt. Il est complètement focalisé sur la menace allemande et la nécessité pour les Français et les Britanniques de pouvoir y faire face. Mais bien sûr, très rapidement, au début de 1940, il devient clair que les avions n'arriveront pas assez vite et que probablement la résolution française à résister vis-à-vis de l'Allemagne n'est pas suffisamment ferme. Et juste avant la capitulation française le 17 juin 1940, Monnet propose, de façon à garder la France dans la guerre, et notamment sauver la flotte française, et éviter qu'elle ne tombe dans les mains allemandes, il propose à Churchill, à De Gaulle et à Paul Reynaud, le président du Conseil français de l'époque, une fusion totale entre la France et la Grande-Bretagne. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, enfin que peu de gens savent, c'est que le cabinet de Churchill, Paul Reynaud et De Gaulle se sont ralliés à l'idée de Monnet d'une fusion totale entre les deux pays, qui aurait donné naissance à une seule nation, un seul drapeau, une seule armée, qui, ensemble, de cette façon, auraient pu faire face à l'Allemagne nazie. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Comme on le sait, le 17 juin 40, Pétain a pris le pouvoir et a capitulé. Et donc, à partir de ce moment-là, la résistance à l'Allemagne devait prendre une autre forme. D'ailleurs, il sera en désaccord avec De Gaulle, en tout cas au début. Alors le désaccord avec De Gaulle, il n'est pas du tout sur la nécessité de résister à l'Allemagne nazie, il est plus sur la forme que doit prendre cette résistance. Et je dirais que ce n'est pas un désaccord vraiment de fond, je dirais que c'est plutôt un désaccord de style et de personnalité. De Gaulle pense que le plus important, c'est de continuer à incarner une France libre au moment où elle a capitulé. Et pour Monnet, le plus important, c'est de mobiliser l'industrie américaine pour pouvoir battre l'Allemagne nazie. En gros, dans son esprit, une France libre qui n'a pas la capacité de
de remporter la victoire, en réalité, elle n'a pas grand sens. Donc, il ne reste pas à Londres avec le général de Gaulle, et il part à Washington avec une lettre de mission de Churchill, envoyé britannique, donc citoyen français, pour travailler à la mobilisation de l'industrie américaine pour l'effort de guerre. On évoque la mémoire de Jean Monnet aujourd'hui sur Euradio à l'occasion du mois de l'Europe. Nous recevons Jean-Marc Liberaire Monnet, petit-fils de Jean Monnet et fondateur de l'Institut qui porte son nom. Alors on en vient à l'après, on a parlé de l'avant Seconde Guerre mondiale, l'après maintenant, il devient commissaire au plan. Comment il en vient à construire, à imaginer cette CECA, cette communauté du charbon et de l'acier, ancêtre de la CEE, Communauté économique européenne, puis de l'Union européenne d'aujourd'hui? Voilà, alors très rapidement, à Washington, il avait joué un rôle clé dans la mobilisation de l'industrie américaine, et c'est important dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Il a soufflé à Roosevelt la formule les États-Unis doivent devenir l'arsenal de la démocratie. Et suite à ça, De Gaulle lui confie un plan de modernisation français en 1946. Il revient pour appliquer un petit peu les mêmes formules que celles qu'il a appliquées à l'industrie américaine pendant la guerre, à l'industrie française, c'est-à-dire comment mobiliser toutes les ressources possibles, toutes les forces vives de la nation derrière un grand plan de modernisation et un grand plan de reconstruction. Donc c'est vraiment à la sortie de la guerre, la question de l'Europe commence à intéresser Monnet. En 1943, il a commencé à préciser ses conceptions européennes. Je dirais même que l'idée du charbon et de l'acier est déjà pratiquement formulée dès 1943. Mais à ce moment-là, après la guerre, le plus important, c'est de reconstruire la France de façon à ce qu'elle puisse prendre son rôle et sa pleine place dans la construction européenne. L'opportunité du bond en avant, je dirais, du charbon et de l'acier, arrive en 1950, au moment du pic de la guerre froide, cette tension extrême entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, alors que l'Allemagne commence aussi à se remettre de la guerre et potentiellement devient un prix dans une confrontation entre l'Est et l'Ouest et potentiellement une menace en elle-même. Monnet perçoit le risque de cette situation et propose dans l'idée de changer complètement les données du problème et créer un contexte complètement nouveau en Europe à Robert Schuman de mettre en commun les ressources de charbon et les ressources d'acier de la France et de l'Allemagne, de façon à créer de cette façon une solidarité de fait, un intérêt commun entre les deux pays, et rendre toute guerre impossible, mais aussi impensable. Et on voit à l'œuvre ce qu'on appellera la méthode Monnet. Alors comment la définir ? C'est quoi la méthode Monnet finalement ? Alors avec le charbon-acier, on a un bon exemple de la méthode Monnet. Il y a plein de façons de décrire la méthode Monnet. Et je vais prendre uniquement celle qui permet de comprendre la façon dont il a approché cette situation. D'abord, développer une vision et une conviction forte. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la vision et la conviction forte, c'est que ce sera l'union, de façon à créer les conditions de l'union, de la paix, et de la prospérité partagée, il faut créer les conditions de l'action collective. Et ça, c'est vraiment cette conviction et cette vision qui va vraiment porter Monnet. Alors ensuite, comment faire à partir de là ? Comment créer les conditions de l'action collective entre Français, Allemands et puis Européens à ce moment-là ? Eh bien, il faut trouver le levier. Il cherche le levier, le point précis, comme il le dit, qui va entraîner le reste, qui va entraîner une dynamique, qui va changer la psychologie des partenaires, la psychologie des Européens et les conditions matérielles de leur collaboration et de leur vie entre eux. Et il identifie le charbon et l'acier comme étant le levier sur lequel appuyer. Bien sûr, le charbon et l'acier, c'est un prétexte, c'est un levier, c'est pas l'alpha et l'oméga de la construction européenne à ce moment-là, mais c'est le levier sur lequel appuyer. Donc une vision très claire, une conviction très forte, et puis un levier, un point de départ. Et puis ensuite, bien sûr, il faut trouver la personne qui va être capable de porter ce projet. Lui-même n'est pas en position de le faire, il n'a pas de rôle politique, il est commissaire au plan, et donc il identifie en Schuman l'homme politique qui a le pouvoir, l'autorité, le courage surtout, de porter ce projet.
Et il va le voir et il le lui propose. Et je dirais c'est un petit peu les ingrédients importants de la méthode de transformation que Monet aura mis en œuvre pratiquement à chaque fois. C'est vraiment une vision claire, un point de départ, un levier d'action très précis. On ne parle pas en termes généraux. Un moment quand même de bascule, dans lequel il est possible de convaincre les politiques de faire des choses qu'ils ne feraient pas dans des conditions naturelles, et puis l'homme qui aura le pouvoir et le courage de mettre en place ses idées. Je dirais là, il y a en condensé la méthode de Monet de transformation. Peut-être signe que cette méthode Monet fait encore réagir. Au moment de Noël 2025, le président du Conseil, Antonio Costa, a offert les mémoires de Jean Monnet, de votre grand-père, aux dirigeants européens. Qu'est-ce que vous voyez dans ce geste du président d'une des institutions majeures de l'Union européenne ? Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de responsables politiques se rendent compte qu'on est dans un moment qui est assez similaire à ceux pendant lesquels Monet a été amené à jouer un rôle important. Ce sont des moments bascules, ce sont des moments de grande tension, où il faut imaginer des nouvelles solutions, des nouvelles structures pour faire face aux réalités, à des réalités nouvelles. Dans le cas que vous présentez, Antonio Costa a envoyé effectivement les nouvelles, les mémoires aux responsables politiques des 27, mais avec quelques notes et quelques recommandations de lecture. Et de façon intéressante, les 3 chapitres vers lesquels il les oriente sont les 3 chapitres qui traitent du rôle de Monet pendant les 2 premières guerres mondiales et au moment de la communauté européenne de défense. Et la façon dont il a réussi à mobiliser les alliés derrière des objectifs communs et les convaincre de mobiliser leurs ressources communes pour faire face à cette menace. Et probablement qu'il voit dans le moment actuel un moment auquel il faut faire appel à ce type de mobilisation collective à nouveau. Et dans la méthode Monet que vous avez décrite, vous avez parlé d'un levier. Est-ce qu'aujourd'hui, un de ces leviers pourrait être, par exemple, la souveraineté numérique européenne ? Vous avez signé en novembre 2025 dans Le Monde avec d'autres une tribune sur ce sujet-là. Vous en parliez même comme d'un enjeu civilisationnel. Est-ce que ça pourrait être ça le levier actuel que vous décriviez tout à l'heure ? Oui, alors on est dans une situation beaucoup plus complexe, à pas mal d'égards que celle de 1950, mais on se rend compte qu'à chaque grand bond en avant de la construction européenne, il y avait un levier. Le marché unique, c'était un levier. L'euro, c'était un levier. Schengen, c'était un levier. Et le dernier qui a vraiment appliqué ces principes-là, c'est Delors. Et il l'a fait de façon délibérée. Il s'est dit, si on faisait du Monet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait ? Donc aujourd'hui, il faut se poser un petit peu la même question. Quel est le levier ou quels sont les leviers ? Alors, effectivement, les questions numériques peuvent constituer un levier dans la mesure où elles touchent nos vies, aussi bien nos vies démocratiques que nos vies industrielles, que nos vies personnelles. Et on se rend compte qu'elles peuvent devenir un outil de domination qui peut être instrumentalisé contre nous, peut-être plus qu'à aucun moment dans le passé. Et que c'est probablement un point sur lequel l'Europe doit et peut appuyer ensemble sans grands enjeux de souveraineté nationale, contrairement aux questions de sécurité, par exemple, qui tout de suite on touche à des questions de souveraineté nationale, de politique, etc. Sur les questions numériques, il y a un vrai enjeu collectif, moi je pense civilisationnel, existentiel, sur lequel on devrait pouvoir arriver à s'entendre, à travailler ensemble et à mobiliser nos ressources derrière des objectifs stratégiques, des projets stratégiques. Face à la puissance des grosses entreprises technologiques américaines. Alors face à la puissance des grosses entreprises américaines, appuyées par un gouvernement américain qui ne nous veut plus du bien, et aussi face à la Chine, qui en fait aussi. Et les deux ont compris depuis longtemps que c'était des questions stratégiques absolument vitales. Et il faut qu'on fasse le même constat et qu'on s'organise de la même façon. Alors je le disais en introduction, Jean-Marc Liberaire-Monet, vous présidez, vous avez fondé même l'Institut Jean Monnet. Comment aujourd'hui cet institut fait vivre la mémoire et la vision de votre grand-père ? Alors l'objectif de l'Institut Jean Monnet, c'est un peu différent de celui des instituts, on va dire, mémoriels un petit peu
peu classique. On n'est pas du tout centré sur la glorification, on va dire, de la mémoire de Monet. Le constat, c'est qu'on pense qu'il peut être utile aujourd'hui. Il avait cette obsession d'être utile. Il se demandait toujours comment être utile. Où est-ce que je serai le plus utile ? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui il peut être utile. Nous on pense qu'aujourd'hui il peut être utile. Et notre objectif c'est de le rendre utile. En anglais on dit put money back to work. C'est un petit peu facétieux, mais c'est l'idée derrière. Alors bien sûr, pour commencer, pour qu'il soit utile, il faut qu'on puisse comprendre et connaître son action et sa vision. Donc on a développé tout un tas d'outils. Ça va de la réédition des mémoires en français, en anglais, l'édition d'une bande dessinée dans la collection Ils ont fait l'histoire, de petits livres de recueils de citations. On a aussi travaillé avec France Télévisions à la production d'un film, le premier film de 90 minutes, premier documentaire de 90 minutes sur la vie de Jean Monnet, que j'ai coécrit avec Éric Roussel, son biographe de référence, qui d'ailleurs va être présenté, qui va être montré sur France 5 le 10 mai, donc très vite. Donc voilà, donc on a développé des tas d'outils qui sont très utiles. Ensuite, on travaille beaucoup avec les jeunes générations, parce que c'est très important qu'ils comprennent d'abord ce que c'est que l'Europe, ce que c'est que la réalité du projet européen. C'est pas un projet bureaucratique, c'est un projet humain. C'est un projet ambitieux, humaniste. C'est un projet de paix, d'union, de prospérité partagée. Et donc il faut qu'ils se le réapproprient dans ces termes-là. Et Monet est un excellent véhicule pour ça. Et puis c'est des leçons de vie. Ce jeune homme de 15 ans qui a quitté l'école pour découvrir le monde et qui a décidé de le changer. Eh bien pour pas mal de jeunes qui se demandent quoi faire de leur vie, comment être utile, et puis surtout qui se mettent des limites dans ce qu'ils pensent être capables de faire, eh bien l'exemple de Monet est excellent. Ensuite, on fait des conférences, des colloques, tout ce que font les instituts de notre type de façon assez classique. Et puis, on travaille beaucoup sur la méthode, sur la formalisation de la méthode, de façon à voir comment elle peut être utile aujourd'hui à des leaders, à des gens qui veulent transformer les choses. Et on la transmet à travers des séminaires, à travers des formations. Et ça, c'est un travail important, je pense. Et donc, le mois de mai, c'est peut-être l'occasion, justement, de se réintéresser à la vie, à la méthode Jean Monnet. Vous êtes venu nous en parler aujourd'hui, Jean-Marc Liberaire. Monnet, je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Institut Jean Monnet. Il y a donc ce documentaire sur France 5 qui rappelle la vie de Jean Monnet qui est à voir soit en direct sur France 5 ou bien en replay sur le site France TV. Merci à vous, Jean-Marc Liberaire Monnet. Merci à vous.